Vous avez un petit ventre, vous avez des fesses rebondies, vous avez une bosse là, et définitivement vos bras sont vraiment trop gros. Et pourtant il y a un petit top qui vous tente et que vous crevez d'envie de tricoter. Eh bien aujourd'hui, dernière vidéo adaptation, suivez-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais la dernière vidéo adaptation. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet des emmanchures. Alors le sujet des emmanchures et des bras, c'est un sujet particulièrement complexe, donc je ne fais qu'aborder en superficie le sujet, parce que c'est quelque chose qui, quand on change une emmanchure de manière assez importante, on risque d'avoir un impact total sur le patron, surtout dans certaines constructions. Quand c'est à plat et qu'on coule les tricots, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on fait un top-down en raglant, par exemple. Donc, je vais aborder ce sujet-là. Je vais aborder le sujet du ventre bedonnant, les petits ventres, les gros ventres, les ventres de femmes enceintes, parce que ça m'a été demandé et parce que je pense que c'est important de le voir aussi, parce que il n'y a pas que les poitrines fortes qui compte, il y a aussi des personnes qui ont du ventre et des ventres qui sont de formes différentes, et hommes ou femmes d'ailleurs. J'ai abordé aussi le sujet de la bosse du cou parce que c'est un sujet qui a été mis sur le tapis, mais il faut savoir que les adaptations que je vais vous proposer ici, elles sont transposables aux fesses un peu rebondies ou n'importe, peu importe de toute façon, parce que ce sont des pistes et ce sont des outils que je vous donne pour apprendre à adapter votre patron. Alors, c'est la dernière vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le prochain thème de vidéo. Je pense que ça restera sur la chaussette, mais je n'en suis pas certaine. De toute façon, j'ai quelques vidéos qui sont programmées jusqu'à la fin de l'année scolaire, pas fin d'année Noël. Si vous avez envie que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à me mettre ici en commentaire les vidéos que vous avez envie de voir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas non plus à m'offrir un coffee si vous avez envie de m'offrir un coffee. Et voilà, entrons dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, j'ai dit que je parlerai des adaptations en emmanchure et que je parlerai des petits cas particuliers. Alors, l'emmanchure, je n'ai pas voulu l'aborder particulièrement jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une des parties les plus complexes à travailler quand on fait des adaptations. En fait, qu'est-ce qu'une emmanchure? Quand vous regardez un pull de face, voilà, comme ceci, l'emmanchure, c'est ceci, c'est cette partie-ci. En fait, quand on tricote du haut ou du bas, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, peu importe, on part d'une mesure dos pour arriver à une mesure poitrine. Et donc, cette emmanchure, ce sont les augmentations que l'on va placer ici pour pouvoir arriver à une mesure de tour de poitrine. C'est aussi l'ouverture que l'on va créer pour pouvoir y placer les bras. Donc, dans le cas d'un tricot à plat, d'un tricot donc par pièce, c'est relativement facile à adapter. Par contre, quand on travaille un pull en raglan ou un pull en set-in sleeve, ce qu'on appelle le contiguous set-in sleeve, c'est-à-dire qu'on crée la tête de manche en même temps que le corps, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans le cas du raglan, en fait, on augmente ici en même temps. Donc, on crée cette tête de manche en même temps qu'on le fait sur le corps. Donc, vous allez créer le nombre de mailles ici pour le corps, pour les bras, en même temps que créer les mailles pour le corps. Donc, il y a quelque chose de relativement plus complexe à travailler ici. C'est pour ça que c'est une des choses que j'aborde en dernier, parce que les adaptations en emmanchure sont les adaptations qui sont le plus complexes à adapter. Sauf quand il s'agit d'adaptations relativement peu importantes. Donc, voilà, ça, on peut le faire. Et ça, c'est ça dont je vais vous parler. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez adapter un top-down parce que vous avez une vraie discordance entre votre tour de poitrine et votre tour de bras, il va falloir peut-être parfois complètement retravailler le patron ou créer votre propre patron une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Parce que souvent, il y a un ratio qui est établi entre, quand même, sur un circulaire, c'est pareil. En circulaire, dans la vidéo circulaire, j'en ai parlé, en fait, il y a souvent 1/3, 2/3. Donc, on a 1/3 pour les manches et 2/3 pour le corps, et on respecte ce ratio. Donc, on va travailler les manches en même temps, et puis quand on va séparer, on va mettre
un sixième là et un sixième là, et les 2 tiers pour le corps, plus ou moins. Alors on peut un peu plus jouer ici que dans le cas du raglan, mais c'est quand même plus complexe que quand on est sur une mesure comme ceci, sur un patron comme ceci, où on relève les manches par la suite et on peut jouer là-dessus. Mais je vais en parler. Donc, parlons de notre patron. On est toujours sur un échantillon, comme depuis le début, de 20 mailles sur 28 rangs. Donc voilà notre échantillon. Comment est-ce qu'on va d'abord adapter? Partons sur le principe de l'adaptation la plus simple. On est sur un yoke ou sur ce qu'on appelle un emplissement circulaire ou sur un raglan. Comment peut-on faire pour augmenter le tour du bras, du biceps? Parce que c'est souvent ça qui pose problème, c'est que l'emmanchure elle soit trop profonde, soit elle ne l'est pas assez, et on se retrouve qu'on a des manches étriquées. Alors comment faire pour adapter ceci? Eh bien, regardez, ça c'est la méthode facile. Donc ici j'ai mon petit top, je vous retrouve la manche, voilà, j'ai ma manche ici. Donc vous séparez à partir d'ici manche et corps. Donc moi j'ai travaillé en yoke, donc j'ai travaillé en circulaire avec des augmentations réparties de manière convexe, concave, je ne sais plus, peu importe, en rayon si vous voulez. Donc je n'ai pas augmenté en section, mais j'ai augmenté en rayon. Et j'ai créé mes manches ici. Alors ces manches, vous allez les mettre en attente, vous allez travailler votre corps, vous allez monter des mailles ici en dessous pour pouvoir faire votre corps, et quand vous faites vos manches, vous allez relever, donc vous avez mis vos mailles en attente, vous allez relever toutes les mailles ici, et puis vous allez relever ici au niveau, d'ailleurs ça se voit, cet endroit ici, vous allez relever vos mailles ici en dessous du bras. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un trou ici. Eh bien, ce trou, c'est une opportunité, non seulement vous pouvez le fermer, alors moi souvent ce que je fais, parce que je calcule mes patrons moi-même, mais je relève et puis je ferme directement en faisant une diminution pour que ce soit propre, regardez. Alors, ça paraît un peu moins propre parce que c'est du lin, et donc comme c'est du lin, ça... Voilà, en plus je l'ai tricoté loose, forcément, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-ci, parce que c'est plus flagrant que sur un autre pull, donc moi je diminue directement. Mais, par exemple, vous avez ce petit trou sur un pull, votre échantillon est de 20 mailles, ce que vous pouvez faire, c'est relever, donc vous avez 20 mailles ici par exemple, et 60 là, donc 80, vous allez relever 20 là et 60 là, ça va faire 80. Vous pouvez tout à fait relever 1 à 2 mailles ici le long des côtés pour fermer le trou et ne pas les diminuer. Dans le cas d'un échantillon de 20 mailles pour 10 cm, si vous relevez d'un côté 2 mailles ici en dessous du bras d'un côté et 2 mailles ici en dessous du bras de l'autre côté, ça vous fait 4 mailles en plus. Dans le cas de 4 mailles en plus, eh bien, ça va vous faire 2 cm, puisque c'est la règle de 3, hein, fameuse règle de 3. Pour passer de 10 à 2 cm, on divise par 5, donc 20 divisé par 5, ça va faire, non c'est dans l'autre sens, donc pour passer de 20 mailles à 4 mailles, on doit diviser par 5, et donc on va faire un rapport, ici 10 cm, ça va faire 2 cm en plus. Vous aurez un tour de manche de 2 cm de plus. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser, c'est de relever un petit peu plus de mailles ici en dessous. Ou, comme je l'ai précisé dans la première vidéo, si vous avez tendance à jouer un peu plus sur la poitrine, vous pouvez tout à fait augmenter en même temps la poitrine un tout petit peu et augmenter le tour de manche en même temps. Donc voilà, ça c'est une des astuces faciles. Ça permet d'augmenter d'1 à 2 cm le tour de bras pour pouvoir avoir un tout petit peu plus d'aisance. Dans le cas de ce qu'on appelle les drop shoulders. Alors les drop shoulders, ce sont ces fameux pulls qui se tricotent comme ceci et la manche tombe en général au niveau du biceps. Et donc, quand on tricote en top-down, donc comme ceci, on va d'abord tricoter le dos, puis on va reprendre les mailles ici, et on va tricoter un devant, puis un deuxième devant, puis enfin, on va tricoter pour créer le col, alors soit en V, soit en classique en rond, donc, et vous allez tricoter les deux parties séparément. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais dans ce cas-ci, comme vous tricotez le dessus du corps à plat, vous pouvez tout à fait adapter la hauteur d'emmanchure.
je vous montre un exemple. Je suis en train de tricoter un top. Alors, ce sera un top sans manche, mais je releverai quand même un peu cette manche-là. Donc, bon, il est sur l'envers. Donc, j'ai tricoté ce top, ici. Alors, il est déjà trop grand pour être sur la photo, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous mettre la photo, je vous mets la photo là, ici en dessous. Vous verrez à quoi ça ressemble à plat. Donc, vous avez votre hauteur d'emmanchure ici. Et si vous voyez bien attentivement, moi j'ai commencé à augmenter ici, à faire mes augmentations pour créer la courbe du bas, qui est celle-ci. Et j'ai relevé ici pour créer mon devant. Eh bien, cette hauteur d'emmanchure, elle est tout à fait adaptable. Comme je vous ai dit, cette hauteur d'emmanchure, ici, là, c'est ce qui va déterminer aussi le tour de manche. Forcément, si vous avez des gros bras, si votre hauteur d'emmanchure n'est pas suffisamment profonde, vous n'arriverez jamais à passer vos bras. Ou si vous avez des petits bras, par rapport à votre tour de poitrine, si votre hauteur d'emmanchure est trop grande, ça va être moche. Donc, ça, c'est une des techniques les plus faciles pour adapter la hauteur d'emmanchure. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez tricoter votre haut de manière plus longue. Alors, vous n'êtes pas nécessairement obligé de travailler les augmentations ici, ça peut être tout droit. Hein. Il y a des patrons où c'est tout droit, et en fait, en drop shoulder, donc cette manche tombe quasiment sur le biceps, eh bien, vous allez relever vos manches après et pouvoir travailler votre tour de manche. Donc, comment est-ce que ça se travaille? Au niveau calcul. Voilà. Donc, vous avez votre drop shoulder qui est ici. Eh bien, tout simplement, quand vous voulez avoir, par exemple, on va partir sur le cas, donc on a notre échantillon de 28 mailles, de 20 mailles, pardon, sur 28 rangs. Votre hauteur d'emmanchure, elle est de 20 cm. Et vous savez que vous avez un tour de bras qui fait, par exemple, 39 cm, alors que dans le patron, le tour de bras fait 35 cm. Donc, si vous tricotez le patron tel qu'il est préconisé, ce qui va se passer, c'est que là, on va calculer sur les rangs. Donc, votre hauteur d'emmanchure fera 28 rangs pour 10 cm, tout ça pour 10 cm, 28 rangs x 2, donc fera 56 rangs. OK? Donc, on est ici, sur cette partie-ci. On a tricoté notre dos. Notre dos fera 56 rangs et notre devant fera 56 rangs. Et tout ça va nous donner 20 cm de hauteur, ici. Quand vous relèverez pour faire vos manches, comment est-ce qu'on travaille la largeur de manche? C'est qu'en général, je vous ai déjà dit qu'on a un ratio de 2 sur 3. Donc souvent, on a 2 mailles pour 3 rangs. Ici, on a 20 mailles pour 28 rangs. Alors, ce n'est pas une science exacte, le tricot. Hein, c'est 2 sur 3, mais c'est grossier en général. Donc, quand on va relever les mailles ici, on ne va pas relever ces fameux 56 rangs, mais on va relever 2 mailles sur 3. Dans le cas d'un échantillon de 20 sur 28, et quand on a un échantillon de mailles, par exemple, de 28 mailles pour 40 rangs, par exemple, eh bien, on va plutôt relever 3 mailles sur 4 et pas 2 sur 3. Donc, on va relever 56 divisé par 3 multiplié par 2. Alors, je reprends mes notes. Donc, ça va faire 2 mailles sur 3, ça va donner 37 mailles. Pourquoi? Parce que 56 divisé par 3, ça donne 18,6, multiplié par 2, ça fait 37,2. Et vous le savez bien, on ne sait pas travailler un nombre de mailles en décimales. Donc, on va relever 37 mailles pour un côté. Donc, 37 sur le devant. On va relever 37 pour le dos. Et on va relever, par exemple, ici, on dit qu'on a 5 mailles de montage en dessous du bras. 5 mailles. Ceci, en total, va nous donner environ, donc on va avoir 80 mailles. 80 mailles de tour de bras. 80 mailles de tour de bras, eh bien, c'est quoi? C'est 40 cm, puisque 20 mailles égale 10 cm. Donc, on va diviser pour 10 cm par 20, par 2, en fait. Donc, on va avoir 40 cm de tour de bras. Donc là,
en sachant que votre hauteur d'emmanchure fait 20 cm, que de l'autre côté, ça fait 20 cm aussi, vous savez que votre tour de bras fait 40 cm. Or, ben voilà, dans le patron, il est préconisé, par exemple, ils disent que c'est pour un tour de bras de 35 cm, ce qui fait 5 cm d'aisance positive, ce qui n'est pas énorme, mais ça va. Par contre, vous faites 39 cm, donc vous n'avez plus 15 cm d'aisance positive. Le problème là-dedans, c'est que avec 1 cm, c'est trop étroit, ça ne va pas aller. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est augmenter votre tour de bras. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, vous allez relever plus de mailles. Alors, on ne peut pas relever plus de mailles et dire bah, je vais relever toutes les mailles et pas relever une maille, 2 mailles sur 3 parce que ça va être pas joli, ça va grimacer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allonger votre emmanchure. Par exemple, vous dites, eh bien, moi, j'ajoute 2 cm. Eh bien, vous dites, voilà, je fais 22 cm au lieu de 20 cm. Eh bien, votre emmanchure fera 22 cm, ce qui va donner en rang non plus 56, mais 56 plus 2,8 fois 2, ce qui va donner 56 plus 5,8, ça va donner, ça veut dire, on va dire 7 mailles, on va dire 6 rangs, hop là, 6 rangs ici, ça va donner 62 rangs environ, hein, parce que vous ne voyez pas des rangs partiels. Donc vous aurez 62 rangs de chaque côté pour vos 22 cm. 62 rangs, plus 62, forcément, puisqu'on a un devant et un côté, et 5 mailles en dessous du bras, puisque vous ne voulez pas changer le tour de poitrine. Tout ça va nous donner, non, qu'est-ce que je dis moi, pas 62, je suis désolée. Donc on a 62 rangs de chaque côté, mais on va devoir diviser par 3, multiplier par 2. Alors 62 divisé par 3, ça donne 21, on va dire 21, parce que c'est 20, quelque chose, multiplié par 2, on va avoir 42 mailles de chaque côté à relever. Donc 42 plus 5. Donc on va avoir 89 mailles. Ces 89 mailles, divisées par votre échantillon ici, ça va nous faire 44,5 cm de tour de bras. Donc, vous allez avoir plus ou moins 5 cm, un peu plus de 5 cm de tour de bras au lieu d'avoir 40 cm. Donc, dans le cas du drop shoulder, c'est très facile à adapter, il suffit de changer la hauteur d'emmanchure. Désolée, je recommence. Dans le cas du top-down, parce que j'ai éternué et j'allais pas vous casser les oreilles. Donc, dans le cas du top-down, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un top-down, roglant, hein, je précise, vous allez augmenter de 8 mailles tous les 2 rangs. Alors, 2 mailles sur la manche, 2 mailles sur le dos, 2 mailles sur l'autre manche, 2 mailles sur le devant. Donc, les manches augmentent de manière proportionnelle par rapport au corps. Une manière de tricher, ça va être, il vous manque quelques mailles par exemple, ça va être d'augmenter jusqu'à ce que vous ayez le tour de poitrine adéquat et décider que, par exemple, aux dernières augmentations, vous n'allez plus augmenter un rang sur 2 pour le devant, mais un rang sur 2 pour le devant, mais tous les rangs pour les manches. Et donc, ça vous permettra, par exemple, d'avoir, si vous faites ça les 4 derniers rangs, eh bien, vous aurez non plus 2 fois 4 rangs, ça fait fois 2, puisqu'on augmente un rang sur 2, 4 mailles, mais vous aurez 2 fois 4, vous aurez 8 mailles en plus. 8 mailles en plus, eh bien, ça fait 2 cm en plus pour le tour de bras, puisque je vous ai expliqué qu'on est sur du 20 mailles pour 10 cm, donc 2 mailles, c'est 1 cm. Donc vous pouvez augmenter ici vraiment sur les derniers rangs, tous les rangs, alors pas trop parce que sinon c'est très moche, ça vous permet de pouvoir d'augmenter un peu le nombre de mailles sur les derniers rangs et avoir un peu plus de latitude pour avoir une emmanchure un peu plus large. Alors attention, ne faites pas ça sur tous les rangs parce que ça va déformer la tête de manche et ça va pas être joli. Vous pouvez vous permettre de faire ça parce que le principe du raglan, c'est quoi? La manche, elle est comme ceci, en fait. Voilà. Et puis, on va augmenter ici. Voilà, ça, c'est une manche raglan classique. Eh bien, ce qui va se passer quand vous allez augmenter, c'est que vous avez une pente comme ça et puis la pente, elle va faire ça. Voilà. Et vous avez votre manche avec ceci. J'ai oublié
les mailles sous les bras. Voilà. Alors ça, c'est acceptable. Par contre, si vous augmentez trop, vous allez déformer votre tête de manche, elle va devenir très vite comme ça. Et là, c'est tout de suite moins joli. Donc attention quand vous faites vos augmentations, vous pouvez faire des augmentations sur un top-down, mais pas trop. Parce que sinon, top-down raglant, ou même ce qu'on appelle un contiguous set-in sleeve, c'est-à-dire que vous avez une tête de manche que vous travaillez en même temps. Hein, la tête de manche, c'est ça en fait. Voilà, voilà. Vous pouvez tout à fait jouer ici pour pouvoir augmenter tous les rangs ici. Mais ça doit rester vraiment pas tous les rangs, si vous voulez, parce que sinon, ça distord complètement la manche. Vous pouvez tout à fait envisager, par contre, d'augmenter un tout petit peu à l'intérieur, comme je vous avais montré sur le devant, quand on fait des pinces poitrine, on travaille la pince poitrine comme ceci. La pince poitrine, quand on doit augmenter tous les rangs, on travaille ici, ici, c'est pas poitrine, au niveau de la taille, peu importe, hein, de toute façon, et vous allez devoir les travailler en 2 sets. Vous pouvez tout à fait envisager de faire ça sur les manches, mais honnêtement, quand on dépasse un certain nombre de différences entre la manche, si vous avez 10 centimètres de tour de manche en plus, franchement, changez de patron. Sinon, vous allez déformer, vous allez déséquilibrer tout à fait le patron. On parle de 2-3 cm de modification ici, on ne parle pas de 10 cm, ça va tout de suite être moche. Ou alors, il faut retravailler tout le patron de A à Z, surtout quand il s'agit d'un raglan. Quand il s'agit d'un set-in sleeve, une contiguous set-in sleeve, ces manches-ci, c'est l'adaptation des emmanchures ici. Franchement, si vous commencez à jouer beaucoup, alors on ne parle pas de 2-3 cm, hein, je vous le dis, mais si vous commencez à jouer sur 10 cm, tout de suite, ça va déséquilibrer le patron et ça va être moche. Honnêtement, surtout sur des petits échantillons où on n'est pas sur du 20 mailles pour 10 cm, parce que 20 mailles, on récupère très vite 20 mailles, hein, forcément, mais que vous êtes sur du 28 mailles, alors là, vous allez avoir une déformation du tissu et ça ne va pas être joli du tout. Donc, vaut mieux éviter, quand vous avez vraiment des très très grandes différences, vaut mieux passer sur un autre patron. Et les patrons les plus facilement adaptables, c'est ceux-ci, hein, je vous l'ai dit, c'est le drop shoulder. Alors, vous pouvez passer sur le drop shoulder ou alors le set-in sleeve tout court qui est, en fait, vous tricotez le set-in sleeve, c'est ça, on peut le faire tout à fait en rond, c'est ce que je vous ai montré pour le drop shoulder, c'est la même chose, si ce n'est que vous commencez à tricoter votre dos, vous arrêtez ici, puis vous allez tricoter votre devant, vous arrêtez ici, puis vous allez joindre ici en rond. Et là, vous pouvez jouer sur la hauteur d'emmanchure. Et la tête de manche, en fait, on la travaille avec des rangs raccourcis. Et donc ici, en fait, c'est le genre de patron que vous pouvez avec lequel vous pouvez jouer. Et ce genre de patron, le drop shoulder. Parce que sinon, vous allez déformer votre tricot. Donc voilà pour les emmanchures. Alors, c'est très partiel ce que je raconte, mais voilà, ça vous donne quelques petites pistes pour ajouter 2-3 cm en dessous des bras, en remontant des manches, en remontant des mailles en dessous des manches, en augmentant un petit peu ici, au niveau des derniers rangs, dans le cas d'un raglan, idem dans le contiguous set-in sleeve, donc dans les manches montées en continu, donc on travaille la tête de manche en même temps qu'on travaille le corps. Vous pouvez tout à fait ajouter plus d'augmentation en dessous des bras et que sur les manches pour ne pas toucher autour de poitrine. Deuxième cas de figure. Alors, je vais prendre des couleurs. J'ai parlé des pinces poitrine. Alors, de profil, je fais encore preuve de beaucoup de talent. Dans le cas des pinces poitrine, je vous avais expliqué, quand on a une forte différence de tour de poitrine, par exemple, vous avez un bonnet C, bonnet E, peu importe, vous allez mesurer votre dos et votre devant. Et vous allez avoir une différence qui sera peut-être de 5 cm, on va dire, ou moins, ou 6 cm, entre le devant et le dos, et qu'il faut combler cette différence pour que le pull ne remonte pas sur le ventre. Eh bien, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que je vais me servir exactement des mêmes calculs et de la même façon de fonctionner pour pouvoir adapter ça pour d'autres cas particuliers. Parlons du ventre de la femme enceinte. Donc, par exemple, on a le cas de la femme enceinte.
Voilà. On a le cas de l'homme qui a un ventre un peu bedonnant. On a le cas de la femme qui a un ventre plutôt hormonal, comme ceci. Voilà. Le principe est le même. C'est-à-dire, on parle des mesures. Hein. Vous allez mesurer ici votre dos et vous allez mesurer votre devant. Idem ici. Mesurez le dos, mesurez le devant. Idem ici. Mesurez le dos, mesurez le devant. Et faites la différence de mesure entre le dos et le devant. Donc, par exemple, on a un dos qui fait 45 cm et on a un devant qui fait 57 cm. On a donc une différence de 12 cm à combler. Donc, le cas des pinces poitrine, que ce soit avec des augmentations ou que ce soit avec un ventre, c'est tout à fait identique, si ce n'est que la technique est légèrement différente, et je vais vous expliquer pourquoi, mais on part sur le même principe et le même principe de calcul. Comment peut-on aborder le sujet ? Alors, soit on a un ventre pas trop important et on peut jouer avec ce qu'on appelle des augmentations, comme on peut jouer avec des augmentations au niveau de la pince poitrine. Alors, le cas des augmentations. Ouf, mon bleu, c'est pas brillant. Comment peut-on faire? Alors, qu'est-ce qu'on mesure d'abord? Eh bien, vous allez mesurer la largeur dos et la largeur devant, à l'endroit le plus fort. Si on constate que, par exemple, votre dos fait, alors je tape un peu n'importe comment, hein, votre dos fait 50 cm et votre devant fait 56 cm, vous devrez ajouter 6 cm de différence. Comment fait-on? Alors, encore mon petit dessin. Donc, notre ventre d'homme, voilà, le bras. Eh bien, soit, donc ici on a notre milieu dos, vous allez placer des augmentations. Alors, je vous ai dit, hein, pour marquer la taille, on place des diminutions ici. Eh bien, ici, vous allez placer des augmentations ici et vous allez placer des diminutions ici. Parce que le but, en fait, c'est de créer plus de matière ici devant que vous n'en avez dans le dos. Donc, vous augmenterez pour créer plus de matière et puis vous diminuerez juste avant les côtes. Donc ça, c'est une des manières de tricher. Alors, quand le ventre est très proéminent, ça ne va pas aller parce que vous allez devoir augmenter de beaucoup trop de mailles et ça ne va pas aller. Si, par exemple, vous devez augmenter d'un certain nombre de mailles et que dans votre calcul, vous devez augmenter toutes les mailles, vous pouvez tout à fait faire 2 sets d'augmentation comme pour les pinces au niveau de la taille, en jouant en quinconce, pour ne pas déformer le tissu. Vous pouvez tout à fait faire ceci. Donc ici, un peu en dessous de l'aisselle et un peu avant les côtes. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc 6 cm, par exemple. Comme on est sur un échantillon de 20 mailles pour 10 cm, donc de 2 mailles pour 1 cm, il va falloir faire 2 fois 6. On va devoir augmenter de 12 mailles. J'ai mis 12 cm, mais de 12 mailles. Donc, vous allez augmenter de 12 mailles ici. Et comme on a un devant, donc on augmente de 2 mailles, eh bien, ça va vous faire, par exemple, vous allez augmenter, par exemple, sur je ne sais pas moi, toutes les 4 ans, eh bien, vous allez augmenter sur toutes les 4 ans, ça va faire sur 24, qu'est-ce que je dis moi? De 12 mailles, oui, ça va dire sur 24 ans, non. De 12 mailles, oui, il va falloir faire 6 sets de diminution, 6 sets d'augmentation, puisqu'on fait par 2. Si vous le faites toutes les 4 ans, ça va être sur 24 ans. Donc sur un peu moins de 10 cm. On va dire sur 8 cm et quelque chose, puisqu'on est sur un échantillon de 28 rangs. Donc sur 8 cm, vous allez augmenter ici, et puis vous allez diminuer ici ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé de diminuer. Si vraiment le ventre est très proéminent et que vous ne voulez pas que ça resserre trop le ventre, eh bien vous allez diminuer ici sur les 8 derniers centimètres, ou pas du tout. Parce que si vous ne voulez pas que ça marque trop le ventre, alors je rappelle quand même que les côtes, le but des côtes, c'est quand même que ça serre, mais vous pouvez tout à fait diminuer moins de mailles
que vous en avez augmenté pour garder un aspect un peu plus. Donc votre pull ne fera pas ça, mais il sera un peu plus comme ça. Voilà, vous pouvez tout à fait jouer sur ça. Alors, dans le cas d'un ventre plus bas, dans le cas d'un ventre plus hormonal, ce que vous pouvez faire aussi, alors je ne reviens pas sur les calculs précis parce que ceci, je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, c'est le principe de la règle de 3. Je vous montre juste où placer les augmentations. Ce que vous pouvez faire, dans le cas d'un ventre plus bas, comme ceci par exemple, vous pouvez tout à fait, voilà, et on est ici, le milieu en dessous des bras, vous pouvez tout à fait augmenter, bon, ça commence à changer ici, vous pouvez tout à fait augmenter ici, et plutôt que de diminuer ici pour ne pas trop marquer le ventre, c'est de placer vos diminutions parallèlement au bord, de manière à resserrer juste avant les côtes. Donc plutôt que de les mettre en hauteur, vous allez les mettre en largeur. Donc par exemple, votre 12 mailles, vous allez faire 6 diminutions sur donc 3 et 3 de chaque côté. Non, qu'est-ce que je dis moi? De 6 et 6 de chaque côté du devant, où vous allez répartir vos 6 diminutions sur tout le rang de manière équivalente. Si vous êtes sur 120 mailles, eh bien vous allez placer une diminution, 8 mailles, une diminution sur le devant pour pouvoir resserrer ici, en dessous, le devant avant de faire les côtes. Donc ça, c'est une méthode facile lorsqu'on a des ventres. Donc soit on place les diminutions en hauteur, soit on place les diminutions en longueur. Ça, c'est dans le cadre où les ventres ne sont pas trop proéminents. Une autre manière de faire, et ça je l'ai expliqué dans les rangs raccourcis, dans les pinces poitrine, c'est avec les rangs raccourcis. Dans le cadre des rangs raccourcis, on va les placer non pas, souvenez-vous quand je disais qu'il fallait faire des augmentations de tour poitrine, pour la poitrine, on plaçait un empiècement ici. Dans le cadre du ventre, on ne peut pas faire ça. Parce que, pourquoi? Parce que les seins, c'est une augmentation, c'est localisé, beaucoup plus localisé qu'un ventre, la hauteur est moins élevée et c'est plus pointu si vous voulez. Le ventre, lui, c'est pas si pointu, ça va être beaucoup plus rond. Donc, on va pas partir sur un seul set de rangs raccourcis, mais on va en faire plusieurs. Donc, je vous montre à plat ce que ça donne. En fait, on va faire un rang raccourci ici, un rang raccourci ici, pour pouvoir apporter plus de matière sur le devant. Donc, plutôt que de placer les rangs raccourcis sur un seul endroit et au niveau des seins, on les place ici pour apporter plus d'aisance sur le devant. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Tout d'abord, il faut calculer la hauteur des rangs raccourcis. La hauteur des rangs raccourcis, c'est cette fameuse hauteur qu'on a donc, dans le cadre du ventre. On a donc mesuré le dos, on a mesuré le devant, on voit qu'on a une différence de 12 cm, disons, et que si on ne compense pas, ça va remonter. Et donc, c'est cette hauteur-ci qu'il faut compenser. Donc, notre hauteur à compenser est de 12 cm. Nous allons devoir donc faire nos rangs raccourcis sur 12 cm, donc compenser 12 cm. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas compenser en une seule fois, on va devoir compenser en 2 fois ou en 3 fois, ça dépend un peu. Donc, moi, je vais vous parler du 2 fois. Donc, on va faire des sets de rangs raccourcis de 6 cm. Alors, on va d'abord partir sur les fameux 12 cm. Combien de rangs va-t-il falloir faire? Combien de sets va-t-il falloir faire de rangs raccourcis? Donc, on calcule d'abord la hauteur des rangs raccourcis. Eh bien, elle se calcule avec l'échantillon de rangs. Donc, on a 20 mailles pour 28 rangs pour 10 cm. Donc, ça fait 12 cm multiplié par 2,8. Ces 12 cm, ça va faire 33,6 rangs. On est d'accord, je n'ai pas besoin de le répéter, on ne travaille pas des rangs sur des rangs des décimaux, donc il faut arrondir. Donc, on va travailler sur 34 rangs.
Or, on sait qu'il faut 2 sets, donc 6 cm. 34 divisé par 2, on va devoir travailler sur 17 rangs. On ne sait pas travailler sur 17 rangs, puisque ce sont des sets, les rangs raccourcis, vous le savez, c'est un aller, un retour, etc. Donc on travaille par 7 de 2. 17 n'étant pas divisible par 2, et si, c'est divisible par 2, mais on n'obtient pas un nombre rond. Donc on va partir soit sur 16, soit sur 18 rangs. Moi, je vais partir sur 16 rangs. Donc on va avoir 2 sets de 8 rangs raccourcis. Donc pour pouvoir compenser ces 12 cm, je répète, on va faire de 2 sets de chaque côté, comme je l'ai montré ici. Donc on a 2 sets ici en hauteur de chaque côté, 2 sets de 6 cm chacun. Ce qui nous donne 2 sets de 8 rangs chacun. Voilà pour la hauteur. Comment placer ces rangs raccourcis sur la largeur? Parce que où les placer, ces fameux rangs raccourcis? Dans le cadre des pinces poitrine, je vous ai dit, on les place, on mesure la largeur entre 2 mamelons et on ajoute 1 cm. Dans le cas des rangs raccourcis, au niveau du ventre, on part du milieu, enfin le milieu, enfin les côtés du moins, on a souvent placé un marqueur ici quand on tricote en rond, donc vous avez vos deux milieux, et bien on part et on divise cette partie par 4. Donc, voilà. Et on va faire ces rangs raccourcis sur cette zone-ci. Donc, par exemple, on a ici, je regarde mes chiffres, on a 52, par exemple, on a 104 cm de tour de poitrine. Ce tour de poitrine, c'est multiplié par 2, donc on a 52 cm pour le devant, 52 divisé par 4, ça va nous donner, que je ne me trompe pas, ça va donner 13 cm de chaque côté. Donc on va travailler nos rangs raccourcis sur 13 cm de chaque côté. Alors comment calcule-t-on? Donc on a calculé notre nombre de 7. Maintenant ce qu'il faut calculer, c'est comment, à combien de mailles espacer nos rangs raccourcis. Parce que je rappelle, le principe du rang raccourci, c'est quoi? Vous travaillez jusqu'à un nombre de mailles X, puis vous retournez au début, puis vous travaillez jusqu'à un nombre Y, puis vous retournez au début, etc., etc. Ici, on ne va pas former un trapèze, mais on va former un triangle, comme ceci. Donc, vous allez travailler comme ceci dans le cas d'un bottom-up, et puis dans le cas d'un top-down, vous allez travailler d'abord le plus de mailles, et puis vous allez diminuer au fur et à mesure jusqu'à avoir peu de mailles. Et puis vous allez tout fermer. Donc, on a nos 13 cm. 13 cm, ça équivaut, je rappelle l'échantillon ici, 13 cm, c'est 26 rangs. 26 mailles, pardon. 13 cm, c'est 26 mailles. Or, on sait qu'on doit placer 8 rangs, 2 sets de 8 rangs raccourcis. Enfin, 2 sets, pas 8 rangs raccourcis, 16 rangs, mais 8 sets en fait. Donc, on va diviser notre 26 par 8. C'est pas possible. Le nombre le plus proche, 26 divisé par 8, ça va donner 3,25. 3,25, on ne sait pas travailler. Forcément, puisqu'on ne travaille pas en décimètre en mailles, on va donc avoir 3 mailles d'espacement entre chaque rang raccourci. Ce qui va donner, en langage tricot, dans le cadre où vous tricotez en top-down, donc du haut vers le bas, ça va être tricoter jusqu'à le marqueur de côté, tricoter 26 mailles à l'endroit, tourner, tricoter jusqu'au marqueur, donc tourner, vous êtes sur le rang suivant, tricoter 26 mailles, puis tourner,
tricoter jusqu'à 3 mailles, non, 2 mailles avant la double maille. Alors je parle dans le cadre rang raccourci à l'allemande, etc. En tout 8 fois, non, 1 fois, 2 fois, donc vous allez répéter celui-ci 6 fois encore. Et normalement, il vous restera plus de mailles puisque forcément, vous aurez 2 mailles en trop ici. Donc ça, c'est dans le cas du top down. Dans le cas du bottom up, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez tricoter jusqu'au marqueur de côté. Puis vous allez faire, par exemple, 5 mailles. Alors je n'ai pas calculé exactement. Vous tournez, oui, c'est 5 mailles. Puis vous tricotez de nouveau rang raccourci, vous tricotez jusqu'au marqueur. Puis vous tournez de nouveau, tournez. Alors faites pas de rang raccourci parce que là, on tourne tout simplement. Vous tricotez jusqu'à la double maille. Et vous ajoutez 3 mailles. Et puis vous tournez. Etc., etc. pour faire ça 8 fois. Alors vous ne pouvez travailler vos rangs raccourcis qu'un à la fois. Vous ne savez pas travailler les rangs raccourcis tous sur le même rang. Donc vous allez travailler cette partie-ci, puis vous allez joindre en rond, puis vous allez travailler cette partie-ci. Vous travaillez pendant X centimètres jusqu'à atteindre le prochain set que vous allez travailler, toute cette petite partie, puis vous allez retravailler votre rang jusqu'à atteindre le point suivant. Et vous le travaillez. Donc ça, c'est comment faire pour pouvoir ajouter un peu de matière sur le devant dans le cadre d'un ventre bedonnant ou dans le cadre d'une femme enceinte, parce que c'est la même chose pour les femmes enceintes. Bon, évidemment, toutes les femmes enceintes ne se tricotent pas des pulls, parce que franchement, après, il faut les défaire. Donc voilà, c'est quelquefois plus facile de faire un gilet dans le cadre quand on est enceinte, parce que le ventre évolue tellement vite, et dans un sens comme dans l'autre, hein, forcément, puisque ça ne dure que 9 mois, eh bien, rarement on fait des pulls, ou dans le cas où on est une femme enceinte, on prend des gilets et on les ferme pas, tout simplement, et on ne s'amuse pas avec des rangs raccourcis. Mais bon, au cas où vous auriez envie, ben voilà, c'est faisable de toute façon, en travaillant ici, en augmentant ici sur les côtés. Et puis de toute façon, on peut avoir un ventre, on peut avoir du ventre de toute façon, et on peut jouer avec ça, quelle que soit la personne, que ce soit homme ou femme. De toute façon, on peut avoir un ventre un peu hormonal et devoir dire d'ajouter un peu de matière ici en dessous du bas parce que vous avez le ventre qui tombe. Ça arrive, ça fait partie des différences morphologiques chez les personnes, en fonction de l'âge, en fonction du nombre de grossesses, en fonction du poids qu'on prend, qu'on perd, si on a eu des différences et des changements morphologiques très importants, ça peut arriver dans le cadre des gastroplasties, c'est-à-dire les bypass, les sleeves et autres. On peut avoir une perte de ventre très très importante, et le temps qu'on ait une chirurgie, on peut avoir un ventre qui pend et on veut cacher ça. Donc, et si ça ne se cache pas forcément facilement avec une gaine ou autre, eh bien on peut utiliser la méthode des rangs raccourcis. Donc ça, ce sont des méthodes à utiliser pour tout et pour rien. Vous pouvez adapter ça à tout niveau. Ça peut être la même chose sur un derrière, hein, sur une paire sur des fesses un peu plus rebondies. Vous pouvez tout à fait adapter cette technique sur donc des augmentations que vous avez ici. Vous pouvez tout à fait, si vous avez le cadre, dans le cas où vous êtes relativement fin et vous avez un derrière relativement rebondi, alors j'exagère ici, hein, mais c'est le cas de l'implant, mais vous pouvez tout à fait augmenter ici et diminuer là, ou diminuer en dessous des fesses. Pourquoi pas? Vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez aussi tout à fait envisager de faire une série de rangs raccourcis parce que vous avez un derrière un peu plus proéminent. C'est tout à fait faisable. Ce sont des choses qui sont tout à fait adaptables. Cette technique-ci, en fait, elle est adaptable à n'importe quelle chose. Ça me permet de basculer sur le cas particulier du cou. Donc, il arrive parfois qu'on ait une bosse au niveau du cou, une bosse de graisse ou autre, qui fait que, ou alors une difformité au niveau de la colonne, ou
ou Dieu sait quoi, hein, ça fait partie des différences morphologiques. Et dans le cas des patrons classiques, ce qui se passe, c'est que cette bosse, en fait, elle n'est pas couverte et ça va faire tomber l'encolure. Donc vous pouvez tout à fait compenser ceci en faisant la même chose. Vous mesurez votre dos, vous mesurez votre devant. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Si par exemple on a 3 centimètres ici, vous partez sur le même principe que les seins, c'est-à-dire que votre bosse, elle va être localisée dans votre dos. Donc on va prendre ici celle dos par exemple. La bosse, elle va être localisée ici, voilà. Vous pouvez tout à fait mesurer, vous avez votre différence ici, et vous allez partir, elle est localisée par exemple sur votre cou qui fait 23 centimètres par exemple, hein. Ouais, alors je tape comme ça, vous prenez 1 centimètre de plus de chaque côté et vous allez placer vos rangs raccourcis de la même manière, exactement de la même manière que lors des pinces poitrine. Donc vous allez mesurer la largeur de votre bosse, vous ajoutez 1 centimètre de chaque côté, vous mesurez la hauteur de votre bosse et vous saurez sur combien de rangs vous devrez. Ici par exemple 3 centimètres, ça va faire 3 multiplié par 2,8, ce qui va donner, on va dire 3 fois 3, 9 rangs. Sur 9 rangs, on va dire 10, puisque forcément, on travaille des rangs raccourcis, je l'ai dit, par 7 de 2. 9 n'est pas divisible par 2, en rang du moins. Donc ça fait, on va placer 5 sets de rangs raccourcis sur 23 centimètres, par exemple. Sur 23 centimètres, ça fait 23 fois 20, ça fait 46 mailles. Sur 46 mailles, vous allez placer le centré, hein, forcément, vous mesurez ici la largeur d'épaule et vous allez retirer, si par exemple la largeur d'épaule fait 45 centimètres, moins 23, ça fait 22 centimètres, vous aurez 11 centimètres de chaque côté, 11 centimètres, ça fait 22 mailles, donc vous travaillez vos rangs raccourcis sur 20, vous ne travaillez pas vos rangs raccourcis sur 22 mailles et vous les placez sur les 46 mailles centrales. Et pour savoir toutes les combien vous allez les placer, vous allez diviser vos 46 mailles par vos 7 par 5. Alors, 46 divisé par 5, ça fait 9 et quelque chose. Donc, on va avoir relativement plus ou moins 9 mailles. Vous allez travailler plus ou moins sur 9 mailles. Alors, vous allez ne pas oublier que vous devez centrer. Moi, je vous incite à aller revoir la vidéo sur les pinces poitrine parce que c'est exactement le même calcul. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Quand il y a des petites zones que vous voulez cacher, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser cette technique de rang raccourci, soit cette technique centrée dans le cadre d'une bosse du dos, ou cette technique de rang raccourci de pince, en fait, d'ajout de matière ici, dans le cadre d'un rond, d'un ventre, de fesses un peu plus rondes, voilà, peu importe. Vous pouvez ajouter ceci là, ou dans le dos, peu importe, mais ce sont des techniques que vous pouvez appliquer de n'importe quelle manière. Donc, en conclusion, pour cette technique sur les... Je vais prendre une feuille plus propre. En conclusion, pour cette série sur les adaptations, alors je n'ai pas tout abordé. Alors, moi, je pars du principe que je suis là pour vous donner des pistes et pour vous aider à travailler. Parce que il existe des programmes, il existait du moins des programmes où on calculait toutes les adaptations pour vous, c'était le cas, Mélina le faisait, par exemple, Mélina d'In Panda World le faisait, elle prévoyait dans son patron pour les poitrines généreuses, etc. Mais personnellement, je trouve que c'est important de connaître son corps, de connaître où on veut, ce qu'on veut cacher, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut adapter. Voilà, et ça, c'est tellement, la diversité humaine est tellement important que c'est quasiment impossible de faire un patron adapté à chaque personne. Donc c'est vraiment important c'est pour ça que moi je design pour des patrons standards, c'est pour ça que vous trouverez dans le commerce majoritairement des choses standards. Alors c'est important de faire du standard mais pas trop standard, parce qu'il faut savoir que par exemple quand on a ce qu'on appelle les tailles standards, et puis il y a les grandes tailles. Et puis, il y a les tailles petites, parce qu'il y a des personnes qui sont petites et leur corps est un peu plus court, leur tronc est plus court, leurs jambes sont plus courtes. Par contre,
les personnes qui sont grande taille, beh, leur largeur d'épaule, elle n'augmente pas proportionnellement par rapport à leur tour de poitrine. Donc c'est à prendre en compte et ça, c'est dans les calculs. Donc quand moi je fais un calcul de grande taille, j'adapte en fonction ma méthode de calcul n'est pas identique que lorsque je fais des tailles standards. C'est comme ça, parce que je sais pertinemment bien que ma largeur de dos, moi je suis une grande taille, ma largeur de dos, elle n'a pas augmenté de manière proportionnelle avec mon tour de poitrine. Elle est relativement proche d'un taille 42 par exemple, mais je fais un taille 48. Donc je le sais, parce que sinon ça va être moche et ça fait partie des standards, si vous voulez, que vous avez dans le design. Mais par contre, si vous avez, une taille 42 et que vous avez un tour de poitrine très important, beh, vous devez apprendre à changer ça. Ou parce que vous n'avez pas beaucoup de poitrine, mais vous avez du ventre, vous devez apprendre à changer ça. Et ça, ce sont des pistes pour vous apprendre à changer ça. Donc quels sont je rappelle, les points essentiels à prendre en considération? Posez-vous, choisissez un patron qui vous adapte et qui vous plaît. Est-ce qu'il y a suffisamment d'abord, dans le patron, est-ce qu'il y a suffisamment de taille? 2, est-ce que ces tailles vous paraissent cohérentes? Donc enfin, est-ce qu'il y a des photos, par exemple, de ces patrons? Parce que c'est bien beau de designer pour 18 tailles différentes, si, c'est pas cohérent et que vous n'avez représenté que des tailles, 32, 34, 36, voilà quoi, de toute façon. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de taille? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que dans le patron, quand vous regardez, vous voyez les mesures de tour de poitrine? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que ça vous paraît correspondre à ce que vous attendez? Est-ce que par exemple dans Ravelry, vous avez les photos de présentation des patrons, quelquefois certains designers mettent le schéma des dimensions. Moi je ne le fais pas par exemple, mais ils le mettent ou ils mettent dans la description le tour de poitrine, mais aussi le tour de dos, parce qu'il y a certains patrons où le tour de dos a une grosse importance. Ou est-ce que dans les tags, il est mentionné adapté aux plus grandes tailles ou adapté aux tailles petites, par exemple. Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, prenez vos mesures de manière honnête. Faites-vous aider si nécessaire. Soyez honnête avec vous-même. Ne faites pas du au pif, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez être déçu, vous allez pas prendre un temps considérable à faire quelque chose qui va pas vous aller. Donc soyez honnête, prenez vos mesures et toutes vos mesures. Là, je vous renvoie dans toute la série parce que j'en ai parlé de nombreuses fois, quelles sont les mesures à prendre. Et faites-vous aider si nécessaire parce que c'est pas toujours facile de prendre ces mesures tout seul. Prenez vos mesures, faites un échantillon. Je sais, je suis très casse-pied à ce niveau-là, mais j'insiste. Achetez le patron, planchez sur le patron, lisez le patron. Comprenez le patron. Posez des questions à la designer si c'est nécessaire. Si vous ne comprenez pas la construction, faites-vous aider. Parce que si vous ne comprenez pas la construction, vous ne saurez pas où faire les adaptations. Vous aurez du mal à pouvoir savoir où faire ces adaptations. Donc, planchez sur le patron et prenez un papier et un crayon. Et commencez à 1. Lister les adaptations que vous voulez faire. Et ensuite, calculer ces adaptations avant de commencer à tricoter. Voilà, c'en est terminé pour cette série. J'espère que vous avez eu toutes les réponses que vous voulez, ou du moins majoritairement dans cette série adaptation. Si vous avez encore des questions spécifiques, qui sont un point spécifique, c'est l'occasion de la poser et je pourrais faire un épisode comme je fais les derniers épisodes, c'est-à-dire que je fais des épisodes podcast où je vous ajoute et je réponds à des questions de manière concrète et de manière relativement courte. Je consacre environ 10 minutes à répondre à une question, donc c'est tout à fait faisable. Mais ici, vous avez toutes les bases, en passant par la règle de 3, en passant par les pinces poitrine, la technique des rangs raccourcis, en passant sur l'adaptation au niveau du corps, au niveau de la longueur des manches, etc. Vous avez toutes les possibilités pour pouvoir adapter votre patron. Il faut savoir que le tricot, c'est extensible, c'est pas du tissu. Donc, si vous vous trompez, eh bien, vous défaites
tout simplement, vous récupérez votre laine et vous recommencez. C'est pas plus simple que ça. Un tissu, quand vous coupez dedans, vous avez coupé dedans. Le tricot, c'est essai-erreur et il permet quand même une certaine labilité et vous pouvez vous adapter plus facilement en tricot que vous ne pouvez en couture. Voilà, et ce sera à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.